Vous avez déjà ressenti cette impression étrange en fin de mois? Vous savez que vous avez reçu votre salaire. Vous avez même essayé de faire attention. Mais votre compte bancaire est presque vide. Encore. Vous vous demandez où est passé tout cet argent. Vous avez l'impression de ne rien avoir acheté d'extraordinaire, rien de superflu, et pourtant, il ne reste rien. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, ni d'un simple manque de discipline. C'est le résultat d'un phénomène invisible, silencieux, que la plupart des gens ne voient jamais venir. Votre argent ne disparaît pas parce que vous dépensez trop. Il disparaît parce que vous dépensez sans voir. Le problème fondamental réside dans l'absence totale de conscience financière. Nous vivons dans une époque où l'argent est devenu abstrait. Il ne passe plus entre nos mains sous forme de billets et de pièces. Il circule par cartes, applications, paiements automatiques, abonnements invisibles. Cette dématérialisation a rendu l'argent moins réel dans notre esprit. Quand vous payez avec une carte ou votre téléphone, votre cerveau n'enregistre pas la perte de la même manière que si vous comptiez des billets. Cette déconnexion cognitive est la première raison pour laquelle votre argent disparaît. Vous dépensez sans ressentir la dépense. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous achetiez un café tous les matins. 4 €. C'est peu, n'est-ce pas? Vous ne réfléchissez même pas. Vous passez votre carte, vous prenez votre café, vous partez. Mais faisons le calcul. 4 € par jour, 5 jours par semaine, c'est 20 €. En un mois, c'est 80 €. En un an, presque 1000 €, uniquement pour du café. Maintenant, ajoutez les autres petites dépenses. Un sandwich à midi, un abonnement à une plateforme de streaming que vous n'utilisez presque jamais, un achat en ligne par-ci, un taxi par-là. Chacune de ces dépenses semble insignifiante. Mais ensemble, elles forment une hémorragie constante. Une fuite que vous ne voyez pas parce qu'elle se produit goutte par goutte. Le cerveau humain n'est pas conçu pour gérer ce type de flux financier moderne. Nous avons évolué dans des environnements où les échanges étaient concrets et immédiats. Vous donniez quelque chose, vous receviez quelque chose. Aujourd'hui, tout est différé, digitalisé, fragmenté. Votre cerveau ne peut pas suivre. Il ne peut pas garder une trace mentale de toutes ces microtransactions. Résultat, vous vivez dans une illusion. Vous pensez avoir de l'argent parce que vous en avez reçu au début du mois. Mais en réalité, cet argent fuit en temps réel, et vous ne le voyez que lorsque vous arrivez à zéro. Il existe un autre mécanisme psychologique puissant qui aggrave cette situation. La gratification instantanée. Votre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir immédiat et éviter la douleur immédiate. Quand vous voyez quelque chose qui vous fait envie, votre système limbique s'active. Il libère de la dopamine, cette hormone du plaisir qui vous pousse à agir. Acheter ce produit, prendre ce café, commander ce repas. Sur le moment, ça vous fait du bien. Votre cerveau enregistre ce plaisir, mais il n'enregistre pas la conséquence à long terme. Il ne voit pas que ces petits plaisirs accumulés vous empêchent de payer vos factures, de constituer une épargne, de sortir du cycle infernal de la fin de mois difficiles. Ce qui rend la situation encore plus perverse, c'est que le système économique dans lequel nous vivons est conçu pour exploiter cette faiblesse. Les entreprises ne sont pas idiotes. Elles savent comment fonctionne votre cerveau. Elles savent que vous êtes vulnérable aux petites dépenses, aux achats impulsifs, aux abonnements automatiques. Elles ont construit tout un écosystème pour faciliter ces dépenses. Un clic, et c'est acheté. Pas de friction, pas de temps de réflexion, pas de douleur psychologique. Vous ne voyez même pas l'argent partir. Les applications de paiement rendent tout fluide, agréable, facile. Elles utilisent des couleurs, des sons, des messages qui renforcent votre sensation de plaisir. Pendant ce temps, votre compte se vide. Les abonnements automatiques sont l'une des armes les plus efficaces de ce système. Vous vous inscrivez à un service, souvent avec une offre d'essai gratuite, puis vous oubliez. Tous les mois, un prélèvement discret. 10 € ici, 15 € là. Vous ne le remarquez pas parce que ce n'est jamais beaucoup d'un seul coup. Mais si vous additionnez tous vos abonnements, vous pourriez être surpris. Beaucoup de gens paient pour des services qu'ils n'utilisent plus depuis des mois, parfois des années. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mais parce que c'est automatique, ça devient invisible. Maintenant, parlons d'un autre facteur souvent ignoré, l'environnement social. Vos dépenses ne sont pas uniquement le fruit de vos décisions personnelles. Elles sont fortement influencées par les gens qui vous entourent.
Vos amis sortent souvent au restaurant, vous allez suivre. Si vos collègues prennent tous un café au bar tous les matins, vous allez faire pareil. Si votre famille a l'habitude de faire des achats impulsifs, vous allez inconsciemment reproduire ce comportement. Nous sommes des êtres sociaux. Nous nous conformons aux normes de notre groupe. Et si ces normes incluent des habitudes de consommation qui épuisent vos finances, vous allez suivre le mouvement sans même vous en rendre compte. Cette pression sociale est amplifiée par les réseaux sociaux. Vous voyez constamment des gens qui affichent leur dernier achat, leur dernier voyage, leur dernière expérience. Votre cerveau compare. Il se dit que vous aussi, vous devriez avoir ces choses. Vous aussi, vous méritez de vous faire plaisir. Cette comparaison constante crée un sentiment de manque, une insatisfaction chronique qui vous pousse à dépenser pour combler un vide qui n'existe que dans votre tête. Vous dépensez pour correspondre à une image, pour ne pas vous sentir inférieur, pour avoir l'impression de participer à cette vie que tout le monde semble avoir. Mais cette vie est souvent une illusion. Les gens affichent ce qu'ils veulent montrer, pas leur réalité financière. Derrière les belles photos, il y a souvent des dettes, du stress, des fins de mois catastrophiques. Il y a aussi un phénomène que l'on appelle l'effet de seuil. Votre cerveau a une tendance naturelle à arrondir et à simplifier. Si votre compte affiche 100, 50 €, votre cerveau voit 100 €. Si vous voyez un produit à 29 €, votre cerveau voit 20 €. Cette approximation mentale vous fait sous-estimer vos dépenses et surestimer ce qu'il vous reste. Résultat, vous vous permettez des achats que vous ne devriez pas faire, parce que dans votre tête, vous avez plus d'argent que dans la réalité. Ce décalage entre perception et réalité est une source majeure de déséquilibre financier. Un autre piège redoutable est ce qu'on appelle le coût d'opportunité invisible. Quand vous dépensez 10 € pour quelque chose, vous ne voyez que la dépense immédiate. Vous ne voyez pas ce que ces 10 € auraient pu devenir. Si vous les aviez mis de côté et investis, même modestement, ils auraient pu générer des intérêts, croître avec le temps, se multiplier. Chaque euro que vous dépensez aujourd'hui est un euro que vous ne pourrez pas utiliser demain. Mais votre cerveau ne pense pas comme ça. Il vit dans le présent. Il ne voit pas le futur. Il ne calcule pas les opportunités perdues. Il voit juste un petit plaisir immédiat et il fonce. Revenons maintenant à cette question centrale. Pourquoi, même quand vous essayez de faire attention, l'argent continue de disparaître? Parce que faire attention ne suffit pas. Vous avez besoin de système, pas de volonté. La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise au cours de la journée. Le matin, vous êtes fort. Vous vous dites que vous allez contrôler vos dépenses, mais en fin de journée, après le travail, le stress, la fatigue, votre volonté est à zéro. C'est à ce moment-là que vous craquez. Vous commandez un repas, vous achetez quelque chose en ligne, vous vous faites plaisir. Et tout repart à zéro. Un système, par contre, ne dépend pas de votre état émotionnel. Un système, c'est quelque chose que vous mettez en place une fois et qui fonctionne automatiquement. Par exemple, transférer automatiquement un montant fixe vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Comme ça, cet argent n'est plus disponible pour les dépenses impulsives. Ou encore, utilisez une application qui catégorise automatiquement vos dépenses et vous envoie des alertes quand vous dépassez un certain seuil. Un système enlève la décision de l'équation. Vous n'avez plus à choisir, à résister, à lutter contre vous-même. Le système fait le travail pour vous. Beaucoup de gens pensent que leur problème est qu'ils ne gagnent pas assez. Ils se disent que si seulement ils avaient un meilleur salaire, tout irait mieux. C'est faux. Des études montrent que lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent proportionnellement. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Vous gagnez plus, donc vous vous permettez plus. Vous changez de voiture, vous prenez un appartement plus grand, vous sortez plus souvent. Au final, vous vous retrouvez dans la même situation qu'avant. Pas d'épargne, pas de marge, toujours en difficulté en fin de mois. Le problème n'est pas combien vous gagnez. Le problème est comment vous gérez ce que vous gagnez. Parlons maintenant d'un élément souvent sous-estimé, les dépenses émotionnelles. Vous dépensez souvent non pas parce que vous avez besoin de quelque chose, mais parce que vous ressentez quelque chose. Vous êtes stressé? Vous achetez. Vous êtes triste? Vous achetez. Vous êtes en colère? Vous achetez. L'achat devient une forme d'automédication, une façon de gérer vos émotions. Le problème, c'est que cette stratégie ne fonctionne pas. Le soulagement est temporaire,
L'émotion revient, souvent amplifiée par la culpabilité d'avoir dépensé, et vous entrez dans un cycle, émotion négative, achat, soulagement temporaire, culpabilité, émotion négative, nouvel achat. Ce cycle est une spirale descendante qui dévore vos finances et votre santé mentale. Il est crucial de comprendre que vos dépenses racontent une histoire. Elles reflètent vos priorités, vos valeurs, vos peurs, vos désirs. Si vous analysez vos dépenses, sur un mois, vous allez voir des patterns. Vous allez voir où va réellement votre argent. Et souvent, vous allez découvrir que vos dépenses ne correspondent pas à ce que vous pensez valoriser. Vous dites que la santé est importante, mais vous dépensez plus en fast-food qu'en aliments sains. Vous dites que vous voulez voyager, mais vous dépensez tout votre argent en sortie de fin de semaine. Il y a un décalage entre ce que vous dites vouloir et ce que vous faites réellement. Et c'est ce décalage qui vous maintient coincé. Un autre mythe destructeur est l'idée que vous méritez de vous faire plaisir parce que vous travaillez dur. C'est une pensée dangereuse. Bien sûr, tout le monde mérite de profiter de la vie. Mais faire plaisir ne signifie pas dépenser sans réfléchir. Le vrai plaisir, le plaisir durable, vient de la sécurité, de la tranquillité d'esprit, de savoir que vous avez une marge financière, que vous ne vivez pas en permanence sur le fil du rasoir. Les petits plaisirs impulsifs vous donnent une satisfaction de quelques minutes. La stabilité financière vous donne une satisfaction permanente. C'est un choix entre le plaisir immédiat et le bien-être à long terme. Beaucoup de gens vivent dans un état de déni. Ils savent au fond d'eux que leur situation financière est problématique, mais ils refusent de regarder les chiffres. Ils ne vérifient pas leur solde bancaire. Ils ne lisent pas leur relevé. Ils évitent le sujet. Pourquoi ? Parce que regarder la réalité fait mal. Ça génère de l'anxiété, de la honte, de la peur. Mais ce déni ne résout rien. Au contraire, il aggrave la situation. Les problèmes financiers ne disparaissent pas si vous les ignorez. Ils grandissent. Ils deviennent plus complexes, plus stressants, plus difficiles à résoudre. Le courage, c'est de regarder la vérité en face, même si elle est laide, même si elle fait peur, parce que c'est seulement en voyant le problème que vous pouvez commencer à le résoudre. Alors, comment inverser cette dynamique ? Comment arrêter cette fuite constante ? La première étape est la prise de conscience. Vous devez voir où va votre argent, pas approximativement, exactement. Prenez un mois, notez chaque dépense, absolument chaque dépense. Le café, le ticket de métro, l'application, le sandwich, tout. À la fin du mois, classez ces dépenses par catégorie. Vous allez être surpris. Vous allez voir que certaines catégories engloutissent une part énorme de vos revenus sans que vous vous en rendiez compte. Cette prise de conscience est brutale, mais elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. La deuxième étape est l'élimination des fuites automatiques. Passez en revue tous vos abonnements. Tous. Demandez-vous pour chacun, est-ce que j'utilise vraiment ce service ? Est-ce qu'il m'apporte une valeur réelle ? Si la réponse est non, ou même peut-être, annulez. Soyez impitoyable. Chaque abonnement que vous gardez par inertie est de l'argent gaspillé. Vous pouvez toujours vous réabonner plus tard si vous en avez vraiment besoin. Mais dans la plupart des cas, vous allez réaliser que vous n'en aviez pas besoin du tout. La troisième étape est la mise en place de barrières. Rendez les dépenses impulsives plus difficiles. Supprimez vos informations de carte bancaire des sites de commerce en ligne. Désactivez les paiements en un clic. Obligez-vous à entrer manuellement vos coordonnées chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Ce petit obstacle donne à votre cerveau le temps de réfléchir. Il interrompt l'impulsion. Souvent, ce temps suffit pour que vous réalisiez que vous n'avez pas vraiment besoin de cet achat. La quatrième étape est la création d'un budget réaliste. Pas un budget idéalisé où vous vous privez de tout. Ça ne marche jamais. Un budget réaliste qui prend en compte vos besoins, vos priorités, et aussi une marge pour le plaisir. Mais un plaisir conscient, planifié, pas impulsif. Par exemple, vous pouvez vous allouer 50 € par mois pour des dépenses purement plaisir, sans culpabilité. Mais une fois ces 50 € dépensés, c'est fini. Vous attendez le mois suivant. Ce cadre vous donne à la fois de la liberté et du contrôle. La cinquième étape est la construction d'un filet de sécurité. Même petit, même symbolique. L'objectif n'est pas de constituer une épargne énorme du jour au lendemain. C'est impossible. L'objectif est de créer une habitude. Mettez de côté 10 € par semaine, ou 20, ou 50, si vous le pouvez.
Peu importe le montant. Ce qui compte, c'est la régularité. Avec le temps, ce petit montant devient significatif. Et surtout, il change votre psychologie. Vous n'êtes plus quelqu'un qui vit au jour le jour. Vous êtes quelqu'un qui construit. Ça change tout. Il est important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Vous allez avoir des rechutes. Vous allez faire des achats impulsifs. Vous allez dévier du plan. C'est normal. L'erreur serait de tout abandonner à cause d'un écart. L'important est de revenir au système, de ne pas laisser un écart devenir une habitude, de vous pardonner, de comprendre ce qui s'est passé et de repartir. La transformation financière n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est un changement de mode de vie, pas une solution rapide. Un autre aspect crucial est de parler d'argent. Trop de gens considèrent l'argent comme un sujet tabou. Ils n'en parlent pas avec leurs partenaires, leur famille, leurs amis. Résultat, ils restent isolés dans leurs difficultés. Ils pensent qu'ils sont les seuls à galérer, alors qu'en réalité, presque tout le monde a des problèmes financiers. Parler ouvertement d'argent permet de briser cette solitude. Ça permet d'échanger des conseils, des stratégies, du soutien. Ça permet aussi de se rendre compte que certaines de vos dépenses sont le résultat d'une pression sociale qui peut être remise en question. Si vous expliquez à vos amis que vous essayez de mieux gérer votre argent, ils vont peut-être comprendre et adapter leurs invitations. Ou peut-être qu'ils vont vous rejoindre dans cette démarche. Parlons aussi de l'importance d'avoir des objectifs financiers clairs. Pourquoi voulez-vous arrêter cette fuite d'argent? Juste pour avoir plus d'argent? Ce n'est pas suffisant comme motivation. Vous avez besoin d'un objectif concret, émotionnellement chargé. Par exemple, constituer une épargne d'urgence pour ne plus avoir peur d'un imprévu, ou économiser pour un voyage qui vous fait rêver, ou rembourser vos dettes pour retrouver votre liberté. Cet objectif doit être visible. Écrivez-le, affichez-le. Rappelez-vous pourquoi vous faites ces efforts. Parce que sans ce rappel constant, votre cerveau va retomber dans ses vieux réflexes. Une autre dimension souvent négligée est l'impact de votre environnement physique. Si vous passez votre temps dans des centres commerciaux, vous allez dépenser. Si vous passez votre temps devant des publicités, vous allez avoir envie d'acheter. Si vous laissez votre carte bancaire dans votre portefeuille en permanence, vous allez l'utiliser. Changez votre environnement. Trouvez des activités qui ne coûtent rien. Marcher, lire, cuisiner, passer du temps avec des proches. Limitez votre exposition aux messages commerciaux. Bloquez les publicités en ligne. Désabonnez-vous des newsletters qui vous poussent à consommer. Créez un environnement qui soutient vos objectifs financiers au lieu de les saboter. Il faut aussi parler de l'effet retard. Quand vous commencez à mieux gérer votre argent, vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est frustrant. Vous faites des efforts et votre situation semble la même. Mais c'est normal. Les changements financiers prennent du temps. Il faut plusieurs mois avant de voir une vraie différence. Avant de sentir que vous avez plus de marge. Avant de ne plus vivre en stress permanent. Ce délai décourage beaucoup de gens. Ils abandonnent avant que les bénéfices deviennent visibles. C'est pourquoi il est crucial de célébrer les petites victoires. Vous avez réussi à ne pas faire d'achat impulsif cette semaine? Félicitez-vous. Vous avez économisé 50 € ce mois-ci? Reconnaissez cette réussite. Ces petites victoires alimentent votre motivation et vous aident à tenir sur la durée. Un dernier point essentiel. Comprenez que personne ne viendra vous sauver. Il n'y a pas de solution miracle. Pas de loterie, pas d'héritage inattendu, pas de promotion magique. Votre situation financière est votre responsabilité. C'est dur à entendre, surtout si vous êtes dans une situation précaire. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si c'est votre responsabilité, ça signifie que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes l'architecte de votre vie financière. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, est un pas vers la stabilité ou vers le chaos. Et c'est vous qui choisissez. Les banques et les institutions financières ne sont pas vos amis. Elles ne cherchent pas votre bien-être. Elles cherchent leur profit. Elles veulent que vous dépensiez, que vous empruntiez, que vous payiez des intérêts. Elles conçoivent leurs produits pour maximiser leurs revenus, pas pour vous aider à prospérer. Comprenez ce système. Ne soyez pas naïfs. Lisez les petits caractères. Comprenez les frais, les taux, les conditions. Ne signez rien sans avoir tout compris. Et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. L'éducation financière est quasi inexistante dans notre système scolaire.
On ne nous apprend pas à gérer notre argent. On nous apprend à être de bons employés, de bons consommateurs, mais pas à être financièrement autonomes. Cette lacune n'est pas un accident, c'est un choix systémique. Des individus financièrement éduqués et autonomes sont moins manipulables, moins dépendants, moins rentables pour le système. C'est à vous de combler cette lacune. Lisez, apprenez, formez-vous. Il existe des ressources gratuites, des livres, des podcasts, des vidéos. Investissez du temps dans votre éducation financière. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. La vérité est que la plupart des gens vont continuer à vivre comme ils vivent. Ils vont continuer à voir leur argent disparaître. Ils vont continuer à se plaindre, à espérer que les choses changent. Mais ils ne changeront rien à leur comportement. Parce que changer est difficile. Ça demande de la conscience, de l'effort, de la discipline. Ça demande de remettre en question ses habitudes, ses croyances, son identité même. Mais pour ceux qui sont prêts à faire ce travail, les résultats sont extraordinaires. Non pas en termes de richesse immense, mais en termes de tranquillité d'esprit, de liberté, de contrôle sur sa propre vie. Votre argent disparaît parce que vous ne le regardez pas, parce que vous vivez sur pilote automatique, parce que vous suivez les scripts que la société, la publicité, votre entourage vous ont donnés. Mais vous pouvez réécrire ce script. Vous pouvez décider consciemment comment vous voulez gérer votre argent. Vous pouvez créer des systèmes qui vous protègent de vous-même. Vous pouvez construire une vie financière qui reflète vos vraies valeurs, pas celles qu'on essaie de vous vendre. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer. La question est de savoir si vous allez changer, si vous allez avoir le courage de regarder vos relevés bancaires, si vous allez avoir la discipline de mettre en place un système, si vous allez avoir la patience d'attendre que les résultats apparaissent, si vous allez avoir la force de résister à la pression sociale, aux publicités, à vos propres impulsions. Personne ne peut faire ce travail à votre place. C'est votre vie, votre argent, votre responsabilité. La fuite d'argent n'est pas une fatalité. C'est un symptôme. Le symptôme d'un mode de vie non examiné, de décisions non conscientes, de priorités non clarifiées. Quand vous commencez à examiner, à devenir conscient, à clarifier, la fuite s'arrête. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et un jour, vous vous rendez compte que vous arrivez en fin de mois avec de l'argent sur votre compte, que vous avez une épargne qui grandit, que vous dormez mieux parce que vous n'avez plus cette anxiété financière permanente. Ce jour-là, vous comprenez que tout a changé, pas parce que vous gagnez plus, mais parce que vous gérez mieux. Alors regardez votre compte bancaire. Maintenant, pas demain, maintenant. Voyez ce qui se passe. Voyez où va votre argent. Et posez-vous cette question simple mais brutale. Est-ce que cette vie financière correspond à la vie que je veux vraiment vivre ?